Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu, c'est le numéro 13. On va parler bien sûr malheureusement de la situation dramatique à Gaza. On va parler de la situation difficile aussi à Mayotte. Et un petit peu de l'actualité, peut-être avez-vous vu cette décision du Conseil d'État à propos de CNews. On va y revenir en quelques instants et puis peut-être aussi de la grève des contrôleurs de la SNCF. Ça c'est l'actualité, c'est dans Manu refait l'actu et on se retrouve tout de suite. Donc la situation internationale, c'est bien sûr ce qui se passe à Gaza, avec une nouvelle étape qui est franchie par le gouvernement israélien, puisque alors qu'il y a quelques semaines de ça, la Cour internationale de justice, qui est l'instance judiciaire raccrochée à l'ONU, a dénoncé un risque génocidaire à Gaza, alors qu'elle a demandé que tout soit fait pour prévenir ce risque de génocide, alors qu'elle a exigé notamment que l'aide humanitaire puisse venir à destination de la population civile de Gaza. Malgré tout ça, le gouvernement d'extrême droite israélien et notamment Benjamin Netanyahou ont annoncé qu'il s'agissait désormais de franchir une nouvelle étape dans la guerre qui est menée contre la bande de Gaza avec une offensive militaire à Rafah. Rafah, c'est le sud de la bande de Gaza. Rafah, c'est à la frontière égyptienne. Rafah, c'est précisément l'endroit où le gouvernement, l'armée israélienne a exigé, a ordonné à la population civile de Gaza de fuir, puisqu'ils ont commencé leur offensive militaire par le nord de la bande de Gaza. Ils ont dit à tout le monde, faut aller au sud, faut aller se réfugier au sud. Désormais, vous avez près d'1,5 million de Palestiniens qui sont entassés dans des camps de réfugiés à Rafah, à la frontière égyptienne. Et dorénavant, l'armée israélienne a l'intention et a commencé à bombarder et a l'intention d'attaquer de manière militaire la population qui se trouve à Rafah. Cette situation est une situation bien évidemment dramatique et désastreuse. Et ça se fait sans que aujourd'hui les principales puissances du monde alertent ou prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces opérations s'arrêtent. Bien évidemment, l'annonce de cette offensive à Rafah, elle a amené un certain nombre de pays dans le monde à prendre des positions à l'oral pour dire nous ne soutenons pas cette initiative militaire, ou comme l'a dit le président de la République Emmanuel Macron ce jeudi, il a demandé à ce que les opérations de l'armée israélienne s'arrêtent. Vous savez, c'est comme quand le ministre de l'économie Bruno Le Maire vient sur les plateaux de télévision pour dire je demande qu'il puisse y avoir des efforts qui sont faits sur les salaires, je demande que les entreprises fassent des efforts pour pas accumuler des marges extraordinaires et produire une situation dans laquelle les Français voient les prix des courses au supermarché augmenter de manière massive. Et donc le président de la République, il demande aujourd'hui. Mais ce qu'on attend de lui, c'est pas juste qu'il demande. Ce qu'on attend de la France, c'est pas juste qu'elle prenne publiquement la parole pour demander que les opérations s'arrêtent. Ce qu'on attend de la France, c'est qu'elle agisse concrètement, qu'elle mette tout son poids dans la balance, qu'elle participe d'un rapport de force pour faire en sorte que ces opérations s'arrêtent. Et nous avons mis, nous les insoumis, un certain nombre de propositions sur la table. Parce que quand vous posez la question ou quand vous discutez avec des représentants du gouvernement français, ils vous disent oui mais c'est compliqué parce que ça se passe au niveau international et on peut pas tout faire. Bah si, il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, il y a des choses qu'on peut faire de manière unilatérale. On n'a pas besoin de l'avis ou de l'accord des autres. Par exemple, rien n'empêche la France de décider dès maintenant de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine. Parce que si on reconnaissait officiellement l'État de Palestine, alors on pèserait dans le rapport de force, on prendrait une décision qui est une décision symbolique, mais qui pourrait amener à renforcer la pression sur le gouvernement israélien. Nous avons déposé un projet de résolution ici à l'Assemblée nationale pour que la France reconnaisse enfin l'État de Palestine. Nous demandons que ce projet de résolution soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous, hormis à l'occasion de ce qu'on appelle nos niches parlementaires, mais il n'y en a qu'une par an et la dernière a eu lieu au mois de novembre, donc la prochaine n'aura lieu pas avant plusieurs mois. C'est donc au bureau de l'Assemblée nationale, à la présidente de l'Assemblée nationale en particulier, qui l'appartient de prendre la décision d'inscrire ce projet de résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nous demandons de le faire et nous vous invitons à mettre la pression pour que ça soit fait effectivement. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire de manière très simple. Une deuxième chose qu'on peut faire de manière très simple, de manière tellement simple que la France a déjà pris des mesures de cette nature dans son histoire. En 1967, le général de Gaulle, à l'époque, avait décrété un embargo sur la livraison d'armes à destination de l'État d'Israël. Il est tout à fait possible, il est tout à fait simple de prendre immédiatement une même mesure en France. Et donc, nous exigeons du gouvernement français qu'il décrète un embargo sur les ventes d'armes à l'armée israélienne. Tout le monde sait que la guerre horrible qui est menée aujourd'hui par l'armée israélienne contre la bande de Gaza est une guerre extrêmement intense et qui ne peut tenir que par le fait que l'État d'Israël peut régulièrement se réapprovisionner en armes
et en munitions. Et il est établi que la France contribue aujourd'hui, l'État français contribue aujourd'hui à livrer des armes et des munitions à l'État d'Israël. Et donc, si la France ne veut pas être complice du risque génocidaire qui a été pointé par la Cour internationale de justice, si la France veut respecter ses obligations, puisqu'elle a signé une convention pour la prévention des génocides, si elle veut respecter ses obligations en matière de droit international, si elle ne veut pas être complice, elle doit prendre la décision de cesser immédiatement toute livraison d'armes à l'armée israélienne pour concrètement faire en sorte que ce ne soient pas des armes françaises qui tuent aujourd'hui des civils à Gaza, que ce ne soient pas les armes françaises qui tuent des petites filles, comme on l'a vu cette semaine à Gaza, que ce ne soient pas des armes françaises qui déciment des familles, comme on l'a vu cette semaine encore à Gaza. Voilà une décision très simple que la France peut prendre. La France, elle peut aussi décider de mettre en œuvre des sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien. La France, elle peut agir au niveau européen, comme nous l'avons proposé, nous, nos députés européens, notamment Manon Aubry, qui est notre présidente de groupe au Parlement européen, de suspendre l'accord d'association qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et l'État d'Israël, de décréter des sanctions, pas uniquement, comme l'a fait la France cette semaine, des sanctions contre les colons. La France a annoncé qu'elle avait pris des sanctions financières contre des colons qui poursuivent cette opération de colonisation en Cisjordanie. Très bien, c'est une bonne chose que ces sanctions aient été prises, mais elles ne peuvent pas exonérer de prendre des sanctions contre ceux qui aujourd'hui sont responsables de la mort de près de 30 000 civils. Et ça, c'est l'armée israélienne, et ça, c'est le gouvernement d'extrême droite israélien. Et c'est contre eux, désormais, qu'il faut que ces sanctions s'appliquent. Embargo sur les armes, reconnaissance de l'État de Palestine, sanctions contre le gouvernement israélien, rupture de l'accord d'association entre la France et l'Union européenne, et action diplomatique à l'échelle internationale en prenant une initiative. La France a présidé tout au long du mois de janvier le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle avait la possibilité pour mettre à l'ordre du jour un projet de résolution pour contraindre l'État israélien à décréter enfin un cessez-le-feu. Elle ne l'a pas fait, mais elle doit agir, elle doit continuer, elle doit enfin faire quelque chose à l'échelle internationale, prendre sa part dans les négociations pour qu'on arrive le plus rapidement possible, dans un premier temps à un accord de trêve, bien sûr à la libération des otages qui sont détenus par le Hamas, à la libération des prisonniers politiques palestiniens qui sont détenus de manière arbitraire, à la fin de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza et à une solution politique qui permette de rétablir la paix, mais une paix qui soit une paix juste, une paix qui soit une paix durable, donc une paix qui ne se fasse pas en continuant à accepter le principe de la colonisation, en continuant à accepter que près de plus de 2 millions de personnes soient encadrées dans un blocus à Gaza, comme c'était le cas tout au long de l'année 2023 et même bien avant. Donc il faut une paix qui soit une paix qui règle définitivement de manière politique et qui permette d'aller enfin vers l'existence d'un État palestinien dans des frontières qui sont reconnues internationalement et qui permettent là aussi à l'État d'Israël de pouvoir vivre en paix et en sécurité. Pour ça, on a besoin de ce cessez-le-feu, de cette trêve et ensuite d'une solution politique. Et la France, elle doit pouvoir porter cette parole. Elle l'a fait à d'autres moments dans l'histoire. Elle ne veut pas, comme elle le fait depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, être dans une forme de double standard. Quand la Cour internationale de justice prend une décision à propos du conflit entre l'Ukraine et la Russie, elle reconnaît immédiatement l'importance de cette décision. Pourquoi ne fait-elle pas la même chose quand la Cour internationale de justice prend une décision dans la guerre qui oppose Israël aujourd'hui à la Palestine? Elle doit cesser ces doubles standards, elle doit être à la hauteur de la voix que la France a l'ambition de porter dans le monde. Elle doit rétablir une voix qui soit une voix non alignée, indépendante, et cesser justement de donner l'impression d'être seulement le bagage accompagné des puissants de ce monde qui décident dans notre dos. Voilà ce que la France peut faire, et voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous mettons sur la table, voilà pourquoi nous nous battons à l'Assemblée nationale, dans la rue, dans les manifestations, dans les rassemblements, dans les délégations internationales que nous avons pu faire, puisque un certain nombre de nos collègues députés de la France Insoumise se sont rendus à Rafah pour alerter sur la situation là-bas. Certains de mes collègues ont organisé une manifestation devant le siège de l'ONU à Genève, et on va continuer à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix arrive enfin le plus rapidement possible, et on compte sur vous pour vous continuer à vous mobiliser sur ce sujet. Voilà ce qu'on peut faire, et on a besoin de le faire de manière extrêmement rapide. Le reste de l'actualité, bien sûr, c'est la situation qui est une situation très difficile à Mayotte, et comme souvent, il y a un moment d'émotion, il y a un moment de communication avec le ministre de l'Intérieur qui se rend sur place, qui fait une annonce démagogique qui ne va rien régler aux problèmes concrets qui sont là aujourd'hui à Mayotte, et puis on n'en parle plus pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que la situation redégénère à nouveau. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que les problématiques pour lesquelles se mobilisent les habitants de Mayotte qui sont engagés aujourd'hui dans des collectifs citoyens,
qui ont monté des barrages, sont des problématiques qui ne datent pas d'hier, sont des problématiques sur lesquelles ils alertent depuis des années et des années. En 2018, il y avait eu un cahier de revendications qui avait été fait pour dire qu'il fallait que les choses bougent et il ne s'est rien passé. Et donc forcément, la colère, elle monte, elle grandit. Et les promesses politiques qui sont faites ensuite, les gens se disent, ne seront pas réalisées puisque la dernière fois, vous nous avez déjà fait des promesses et ça n'a rien changé à notre vie. Et sur cette situation-là, vous avez monsieur Darmanin qui vient pour faire son opération de communication et qui vient annoncer la fin du droit du sol à Mayotte et qu'il le fait en suivant un agenda politique. Or, est-ce que la fin du droit du sol à Mayotte va régler quelques problèmes, que ce soit des difficultés à Mayotte aujourd'hui? Bien évidemment non. Les difficultés à Mayotte, c'est des difficultés liées à l'insécurité, c'est sûr. C'est des difficultés liées à des problèmes de développement, puisque vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous avez quasiment 80% de la population mahoraise qui vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Vous avez des services publics qui sont sous-dotés. Vous avez des effectifs de gendarmerie qui sont pas à la hauteur de la situation. Vous avez des effectifs dans l'administration judiciaire qui sont pas suffisants pour pouvoir, par exemple, suivre l'ensemble des enquêtes et des procédures judiciaires qui sont engagées. Vous avez un problème majeur d'accès à l'eau. Vous avez un problème de logement avec des gens qui habitent dans des logements en tôle. Or, des annonces ont été faites il y a quelques années sur ce sujet et elles n'ont pas été suivies des faits. Et en quoi la suppression du droit du sol, quand on sait que le droit du sol à Mayotte consiste en ce que une personne qui viendrait sur le sol mahorais, qui n'aurait pas la nationalité française, qui ferait un enfant à Mayotte, au bout de 13 ans, à pouvoir compter 5 ans de présence sur le territoire mahorais, la personne pourrait avoir la nationalité française. Et j'entends dire parfois que ce serait un facteur d'attractivité. C'est ça qui conduirait des gens à quitter, à fuir la pauvreté, à fuir la guerre, la pauvreté aux Comores, la guerre dans les régions du sud de l'Afrique. Et ce serait ça, la possibilité, après 13 ans de présence sur le territoire, pour ces enfants d'avoir accès à la nationalité française qui conduirait les gens à partir. Non, ce qui conduit les gens à partir, c'est qu'ils fuient la guerre, c'est qu'ils fuient la misère. Ce qui conduit les gens à partir, c'est que le PIB aux Comores est 12 fois inférieur que le PIB à Mayotte, sachant qu'à Mayotte, on est déjà dans une situation où ce département est la zone la plus pauvre d'Europe. Et donc, vous n'aurez pas de solution à cette situation par des mesures démagogiques comme la fin du droit du sol. Déjà, en 2018, le gouvernement a limité l'usage du droit du sol à Mayotte en lui appliquant des dispositions qui étaient différentes de la manière avec laquelle il s'applique sur le reste du territoire national. Ça n'a strictement rien changé. Pourquoi la suppression du droit du sol aujourd'hui changerait quelque chose alors que les restrictions du droit du sol qui avaient été décidées avant n'ont rien changé? Il faut changer de logique. Bien sûr qu'il faut rétablir la sécurité, c'est une urgence parce que aujourd'hui les gens qui vivent à Mayotte sont dans une situation d'insécurité grandissante. Ils sont confinés chez eux le soir, ils hésitent à se déplacer, ils peuvent parfois pas aller travailler, ils risquent d'être agressés dans la rue. Et donc la première étape, bien évidemment, c'est d'avoir des effectifs de gendarmerie supplémentaires, c'est de faire en sorte que la sécurité soit garantie. Et ensuite, il faut des réponses qui soient des réponses durables. Et ces réponses durables, c'est un plan d'investissement, c'est indispensable pour faire en sorte qu'on puisse à Mayotte avoir des services publics qui fonctionnent bien, qu'on puisse avoir à Mayotte les mêmes droits que l'ensemble des Français sur le reste du territoire national. Et s'il y a une solution à Mayotte, c'est certainement pas d'avoir moins de république en faisant des lois particulières, des dispositifs particuliers, des conditions d'accès à la nationalité différents en fonction des territoires. On a besoin de plus de république, plus d'égalité, plus d'accès aux services publics. Donc il faut un plan d'investissement pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas laisser la population mahoraise prendre à elle seule les difficultés qui peuvent être posées par le fait qu'il y a des gens qui fuient leur pays et qui se retrouvent tous sur le même territoire, au même endroit. Et donc les Mahorais ne peuvent pas seuls participer d'un effort de solidarité qui est un effort de solidarité nécessaire. Et donc il y a une disposition qui s'appelle le visa territorialisé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que quand vous êtes à Mayotte, c'est vous tout seul qui allez devoir assumer la solidarité, le devoir d'humanité et de fraternité qui culturellement est très développé à Mayotte. La population mahoraise, elle est prête à prendre sa part d'accueil, de solidarité, de fraternité. Mais elle dit, et elle a raison de le dire, on ne veut pas être les seuls à prendre notre part. Et donc, il faut qu'il y ait une solidarité nationale. Donc, il faut qu'il y ait une solidarité nationale, y compris en accueillant en hexagone, par exemple, des mineurs qui sont dans des situations difficiles. Alors, quand je dis ça, on me dit, vous voulez prendre des mineurs qui sont dans des bandes criminelles. Tout ça est ridicule. Si des mineurs sont dans des bandes criminelles, ils doivent être arrêtés pour les crimes qu'ils commettent, ils doivent être jugés. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, on parle de mineurs qui sont sans leurs parents, qui sont livrés à eux-mêmes, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas accès à l'école. Et oui, j'assume de dire que la France a le devoir de faire en sorte que ces mineurs ils puissent être pris en charge, ils puissent justement étudier, ils puissent justement avoir accès à une éducation de qualité, parce que c'est certainement pas en les laissant tout seuls dans la rue
que la situation va s'améliorer. Donc, il faut que la France prenne aussi sa part. Et puis, il y a une action internationale à faire, avec notamment les Comores, pour faire en sorte qu'il y ait une sorte d'accord de co-développement, c'est-à-dire que bien sûr, la France doit aider l'État des Comores, mais l'État des Comores doit aussi prendre ses responsabilités. Et voilà la manière avec laquelle, sans doute, sur une situation qui est difficile, on peut améliorer les choses. En tout cas, on le fera certainement pas en empilant les mesures démagogiques qui, ne vont rien régler au problème à Mayotte et qui vont mettre un coup de canif dans les principes républicains qui sont les nôtres. Le droit du sol en France, ça existe depuis 1515. C'est dans la loi depuis le début de la Troisième République à la fin du 19e siècle. C'est une fierté pour la France qui n'a jamais été une nation ethnique, qui a toujours été une nation politique, une nation civique, une nation qui se définit par un triptyque, liberté, égalité, fraternité. Et en s'attaquant à ce principe, à nouveau, M. Darmanin, comme il l'a fait déjà au moment de la loi immigration, fait beaucoup de mal à la France. Et sur ça, il faut tenir bon, pas se laisser intimider, pas accepter qu'au nom de telle ou telle difficulté, telle ou telle urgence, on commence à revenir sur nos principes. Non, il faut une force qui tient bon sur ses principes, et vous pouvez compter sur la France insoumise pour tenir bon sur ses principes. Enfin, dans l'actualité, peut-être avez-vous vu ces derniers jours le mouvement qui a été engagé par des contrôleurs à la SNCF. Alors, comme d'habitude, quand des contrôleurs ou des personnalités du personnel de la SNCF s'engagent dans un mouvement de grève, immédiatement, vous avez l'ensemble du monde médiatique qui essaye de les pointer du doigt, de les stigmatiser, de dire que c'est des irresponsables, d'utiliser des mesures et des propos aussi inacceptables que de parler de prise d'otages, surtout quand on connaît l'actualité internationale de ces derniers mois. Donc non, les travailleurs de la SNCF, quand ils se mettent en grève, ils prennent en otage personne. Ils usent de leur droit de grève, et ils usent de leur droit de grève notamment parce qu'ils portent des revendications. Et j'assume de dire que ces revendications, elles sont légitimes. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu un mouvement qui a été engagé à la fin de l'année 2022, qu'à l'issue de ce mouvement, il y avait un protocole de sortie de crise qui avait été signé par la direction. Et aujourd'hui, que disent les grévistes qui sont en mouvement? Ils disent que les engagements qui avaient été pris par la direction à l'époque n'ont pas été suivis des faits. Et donc, s'il y a des gens qui sont responsables aujourd'hui des difficultés qui vont être posées aux Français dans ce week-end, des difficultés pour se déplacer, parce que oui, bien sûr, ça impacte tout le monde, c'est d'abord la direction de la SNCF qui n'a pas respecté ses engagements. Et je rappelle que quand des salariés se mettent en grève, ils ne touchent pas leur salaire, que ça a un coût la grève, que c'est une souffrance la grève, et qu'on le fait pas par plaisir. On le fait parce qu'on a été contraint d'utiliser ce mode d'action, parce que tous les autres modes d'action qu'on a utilisés avant n'ont pas permis d'obtenir des revendications qui, encore une fois, sont des revendications légitimes. Alors tout le monde aura vu à quel point il y a un deux poids deux mesures, parce que quand les agriculteurs se mettent en mouvement, et ils avaient raison de le faire, quand ils portent des revendications, et elles étaient légitimes leurs revendications, ils ont eu le droit cette fois à une forme de bienveillance médiatique et même de bienveillance du gouvernement. Monsieur Attal allant même jusqu'à boire un petit coup avec eux sur une situation, un site de blocage d'une autoroute. Mais il faut pas qu'il y ait de deux poids deux mesures. Quand les agriculteurs se mettent en mouvement, qu'ils utilisent des modes d'action qui forcément impactent les Français, parce que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses, il faut les soutenir et nous les avons soutenus et appuyés. Mais quand les travailleurs de la SNCF se mettent en mouvement pour des revendications qui sont des revendications légitimes, eux aussi, oui, ils utilisent des modes d'action qui peuvent impacter la vie des Français, mais il faut les appuyer et les soutenir. Et il faut demander immédiatement à la direction de la SNCF de respecter les engagements qui étaient les siens. Il faut demander au gouvernement de faire la pression sur la direction de la SNCF pour qu'elle respecte ses engagements. Et alors la situation s'améliorera et il n'y aura pas de perturbation pour les Françaises et les Français. Voilà ce dont il faut toujours se rappeler quand il y a un mouvement de grève, ne jamais se laisser intimider par le monde médiatique qui se met immédiatement en mouvement pour essayer de pointer du doigt les travailleurs qui se battent pour leur dignité, qui se battent pour leur salaire, qui se battent pour l'égalité sociale, qui se battent pour la justice sociale. C'est toujours eux qu'on considère comme étant les responsables, alors que la réalité, c'est que c'est la direction de la SNCF qui est responsable de cette situation. Et puis enfin, cette semaine, on a eu une décision du Conseil d'État à propos de CNews. Alors ça m'amusait de revenir un petit peu sur ce sujet, parce que depuis, on a vu sur CNews des émissions complètes, des éditos de victimisation pour dire « on veut nous empêcher la liberté d'expression ». C'est pas le sujet. Le Conseil d'État, il dit juste que quand on attribue un canal à une chaîne, c'est le cas pour CNews, comme c'est le cas pour l'ensemble des autres chaînes. Cette chaîne, elle doit respecter un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a notamment ce qu'on appelle le pluralisme. C'est-à-dire, on doit faire en sorte que les différentes options politiques, les différentes opinions politiques, elles soient représentées à l'antenne. Et ce que dit le Conseil d'État, c'est que si les obligations en termes de représentation des différentes familles politiques sont plus ou moins respectées, je dis plus ou moins parce que quand on connaît les choses en détail, pour respecter les obligations politiques, on passe des clips la nuit, qui n'est pas tout à fait le même degré d'exposition que le jour. Mais bref, imaginons que les équilibres entre les différentes familles politiques soient vraiment représentés. Ce que dit le Conseil d'État, c'est que CNews contourne en quelque sorte la loi par le fait d'inviter des éditorialistes, des chroniqueurs qui, eux, ont tous les mêmes
options politiques. Et donc le Conseil d'État demande tout simplement, il demande enfin que les règles de pluralisme soient respectées. Et il n'y a rien à voir avec un problème de liberté d'expression sur ce sujet. Il ne s'agit pas de dire que sur CNews, tel ou tel chroniqueur ne peut pas s'exprimer, sauf quand même quand il viole la loi. Et à plusieurs reprises, sur CNews, vous avez eu des propos qui ont donné lieu ensuite à des procédures judiciaires où les personnes ont été condamnées pour incitation à la haine, racisme, et ça, en France, c'est pas des opinions, c'est des délits. Donc ça, on n'a pas le droit, c'est pas de la liberté d'expression. Mais ensuite que les différentes options politiques existent. Mais toutes doivent exister, pas seulement celles qui conviennent au directeur de la chaîne. Donc c'est important que le Conseil d'État se soit enfin mis en mouvement sur ce sujet. Peut-être qu'il faudrait que l'Arcom fasse enfin quelque chose. L'Arcom, vous savez, c'est le CSA, c'est ceux qui sont censés contrôler les obligations des médias et notamment des chaînes d'information. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, nous avons mis en place une commission d'enquête justement sur le renouvellement des concessions qui sont attribuées par l'Arcom, ce qui s'appelait avant le CSA, aux chaînes. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions à respecter. Parce que bien souvent, ces conditions ne sont pas respectées et pourtant, on continue à renouveler les agréments et les autorisations de diffusion qui sont données aux chaînes. Et donc, c'est une commission d'enquête qui est animée notamment par Aurélien Saint-Toul, qui est député des Hauts-de-Seine et qui va, dans les prochaines semaines, auditionner un certain nombre de responsables, en particulier de chaînes d'information en continu. Et pourquoi pas faire des préconisations pour améliorer la loi, parce que tout le monde, je crois, a vu depuis maintenant plusieurs années, mais en particulier ces dernières semaines, à quel point le traitement médiatique en France pouvait être déséquilibré, à quel point les règles du pluralisme, de la représentation des différentes opinions n'étaient pas respectées, et pas seulement sur CNews. Sur une grande partie des médias, je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Donc c'est un sujet majeur. Il y a deux sujets très importants si on veut faire République. C'est qu'il faut que chacun puisse bénéficier d'une éducation de qualité qui lui permet de comprendre les enjeux autour de lui. Et puis il y a le fait que tout le monde puisse bénéficier d'une information de qualité. Et ça passe par avoir des médias qui fonctionnent bien. Et malheureusement, on en est bien loin aujourd'hui. Donc, y compris sur ce sujet, il faut faire avancer les choses, il faut faire évoluer la loi, il faut faire évoluer les règles. Et cette commission d'enquête, elle a vocation à y contribuer. Voilà pour cette semaine. On va se retrouver dans quelques jours pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. Puisque c'est les vacances, si certains d'entre vous ont la chance d'avoir des vacances, profitez-en bien. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Bye bye.